Burundi est un petit royaume au cœur de l'Afrique centrale. Depuis le XVe siècle, des dynasties de rois s'y succèdent. Vers 1850, c'est le roi mystérieux et légendaire Mwezi Gisabo qui règne sur une population d'un peu plus d'1 million d'âmes. Il est ici photographié à la fin de sa vie, dans sa tenue traditionnelle en écorce de ficus battu. Ces photos, prises par des explorateurs européens, marquent le début des transformations que la civilisation burundaise va vivre au cours du siècle, au contact des Allemands d'abord et des Belges ensuite. Jusqu'en 1962, année de la déclaration d'indépendance du Burundi, les influences coloniales amènent le pays à de profonds changements tant politiques qu'économiques et sociaux. Depuis le milieu du XIXe siècle, le roi Mwezi Gisabo contrôle un immense espace domanial au centre du pays où vivent, répartis entre plusieurs enclos, ses quelques 12 épouses, dont sa préférée, Riri Kumutima. Il vit entouré de conseillers, de devins, de prêtresses. La société sous le royaume ou sous la monarchie burundaise était une société, pourquoi pas, pyramidale, bien sûr, parce qu'au sommet, il y avait le roi Mwami, qui était appuyé par toute une série, bien sûr, de gens, à commencer par les Baganois, qui étaient les princes d'Ossan, à qui le Mwami confiait l'administration de certaines provinces. Mais en plus de ces Baganois, il y avait aussi toute une série de gens choisis pour leur habilité, pour leur connaissance des pratiques politiques. Et il y avait des chefs, à la fois Bahutu et Batutsi, qui entouraient le roi, donc le roi ne régnait pas seul. La population se trouve dispersée sur des collines. Elle vit de l'agriculture et de l'élevage. Le peuplement est très ancien au Burundi. On a des traces archéologiques, on a des estimations d'après la linguistique, et disons que ce qu'on pourrait appeler le peuplement actuel remonte au premier millénaire avant notre ère. On a par exemple de la métallurgie du fer datée du environ 7e siècle avant notre ère. On est souvent à une idée selon laquelle le peuplement, la population actuelle du Burundi, que l'on classe selon des catégories qu'on appelle aujourd'hui ethnies, Batwa, Batutsi, Bahutu, sont des gens qui seraient arrivés, chacun par paquets séparés, les Batwa d'abord, de tout temps dans la forêt, puis les Bahutu qui correspondraient à ce qu'on appelle la migration bantoue, puis les Batutsi qui correspondraient à une hypothétique migration venue du nord-est, du Nil, de l'Éthiopie, etc. En fait, cette région, vous voyez, cette région des Grands Lacs, au centre de l'Afrique, est évidemment une région de rencontre, de contact. C'est sûr, il y a des populations différentes qui se sont rencontrées, mais il y a très longtemps. La situation qui nous sert de référence, c'est le 19e siècle. Si on prend la société de l'ancien Burundi, tu fais connaissance avec un paysan sur une colline qui connaît bien l'époque de Mwezi, et tu lui dis « Oromoki, qu'est-ce que tu es ?» Et qu'est-ce qu'il répond? « Je suis Mushubi, je suis Munyakarama, etc. » Il répond d'abord par l'appartenance au Mulyango, par rapport à ce que nous traduisons par clan. C'est-à-dire que c'est cela qui était l'aspect crucial dans l'identification. Parmi les Tutsis, il y avait des clans. Par exemple, certains clans qui donnaient leurs filles au roi, mais vous aviez surtout parmi les Bahutus des familles privilégiées qui s'occupaient du roi dans la situation rapprochée, qui assuraient sa sécurité, et surtout qui étaient les garants du régime qui était basé sur le tambour, Kagenda.
Chaque famille habite un rugo, un ensemble de constructions entourées d'une épaisse enceinte de branchages. Le peuple du royaume parle la même langue, le Kirundi, et partage les mêmes croyances, incluant un dieu suprême appelé Imana. Pour parler des croyances ancestrales du Burundi, il faut absolument se référer à la pratique connue dans cette société traditionnelle, la pratique d'Okubandwa. Contrairement à ce que les missionnaires qui ont débarqué ici pour la première fois pensaient, les Burundais étaient foncièrement religieux et croyants. Ils croyaient en un dieu Rimana, qui est bien sûr différent du dieu amené par les missionnaires. Mais cette croyance passait par cet intermédiaire du Kiranga, un intermédiaire par lequel on passait à différents moments justement pour obtenir les faveurs d'Imana. C'était par exemple à l'occasion d'une famille qui était frappée par la stérilité, une famille qui était frappée par la maladie quelconque. Chaque fois, il y avait cette évocation d'Imana qui établissait l'équilibre et l'ordre des choses. À ces traditions ancestrales s'ajoute un mode de vie en harmonie avec l'environnement. Pour se vêtir, hommes et femmes recourent au milieu végétal et animal. C'est grâce aux habits faits d'une étoffe en écorce battue de l'arbre, Umumanda, qu'ils se couvrent le corps. On mange à la main dans une corbeille tissée avec du papyrus, appelé Mfunzo. L'alimentation principale est à base d'haricots, de maïs, de patates douces, de bananes plantains et de sorgho. Cette alimentation est complétée par le lait pour les classes privilégiées. Ceux qui vivent près du lac Tanganyika passent de longues nuits sur leurs pirogues et ramènent le lendemain des paniers entiers de ndagala et de mukeke, très appréciés dans la région de la plaine d'Imbo. Sur les collines, la vache est le symbole de richesse, mais aussi un animal de prestige. Elle a même valeur de référence pour l'esthétique féminine. Si une femme est belle, on peut dire en parlant d'elle « Amaso meza kainyana ». Elle a les beaux yeux d'une génisse. Les hommes, eux, se distinguent par la forme de leur lance. Ils la plantent devant l'entrée de chaque habitation pour indiquer leur présence. La pointe des flèches en fer est obtenue dans tout le Burundi par coulage de minerais extraits de carrières au sud et au nord-est du pays. C'est avec ses flèches et ses lances que le peuple burundais chasse et protège son territoire. Aucune société ne vit dans l'idylle et l'harmonie où tout le monde s'aime bien. Au Burundi aussi, il y avait des guerres. Et il y avait des guerres soit extérieures, par exemple on raconte comment les Burundais ont résisté soit aux Arabes venus de la plaine, du lac Tanganyika, mais il y a surtout beaucoup de guerres internes. Quand on parle des guerres internes, on pense surtout au conflit des Baganois, c'est-à-dire à ces princes issus de rois, fils, petits-fils, arrière-petits-fils de souverains, qui s'installent dans une région, qui la contrôlent, qui se disputent volontiers entre eux. Il y a beaucoup de conflits internes liés à des enjeux fonciers, de troupeaux, etc., de contrôle du pouvoir qui permet d'avoir la main sur tout cela. Mais il n'y a pas de ligne de fracture très claire. Ça évolue selon la conjoncture. Les principales guerres de conquête, qui ont fait doubler la superficie du pays, ont été menées dans la première moitié du XIXe siècle sous le règne du Mwami Ntare Rugamba. Mwezi Gisabo, son fils, a surtout mené des guerres défensives. Il garde les stigmates des nombreuses batailles qu'il a menées. Une jambe raide suite à un combat l'oblige à se déplacer avec des porteurs. Il cache aussi un œil borgne derrière un voile de ficus. Avec ses guerriers, il affronte avec succès les esclavagistes arabes du chef Rumaliza, malgré l'usage des armes à feu des envahisseurs. Chaque combat des Burundais est célébré au rythme des tambours et par les danses des guerriers d'élite, qu'on appelle Intore. Les tambours résonnent à chaque événement important du royaume. Comme quand le roi annonce au mois de décembre de chaque année le début des semences de sorgho. C'est la grande fête de l'Umuganuro.
Le sorgho est une céréale associée à la tradition et à la vie sociale du Burundi. La légende prétend que les rois naissent avec une poignée de sorgho dans la main. Lors de l'Umuganuro, le tambour sacré Karienda est présenté à la population. Tous les tambours du pays grondent pour célébrer le début des semailles. Et la fête de l'Umuganuro était la fête nationale par excellence. Et c'est à cette occasion justement que les gens venaient renouveler leur attachement à la monarchie. Et c'était l'occasion pour le roi de distribuer différents présents à ces gens-là qui effluaient à la cour. Il y avait des délégations de tout le pays. Chaque chef envoyait une délégation, et ne pas envoyer une délégation était un signe de rébellion. S'il y avait ce qu'on pourrait appeler une nation burundaise, précoloniale, c'était autour de cette fête. Jusqu'au XIXe siècle, le Burundi est pour les Européens une terra incognita. En 1866, David Livingstone, un médecin explorateur écossais, atteint le lac Tanganyika. Il espère trouver dans la région les sources du Nil. Au cours de son expédition, il tombe malade et ses porteurs l'abandonnent. Il perd contact avec le monde extérieur. Un journaliste américain, Henry Morton Stanley, est mandaté par son journal, le New York Herald, pour le retrouver. Après de longues recherches, il arrive en 1871 à Ujiji, un comptoir swahili situé sur le lac Tanganyika, près de l'actuel Kigoma en Tanzanie. Et il retrouve l'explorateur. Dr. Livingstone, I presume, lequel répond « You have brought me new life ». Leur premier échange reste célèbre. Une pierre est érigée dans la région de Kabezi, à 15 km de Bujumbura, en souvenir de leur campement sur le littoral burundais. D'autres types d'explorateurs s'aventurent aussi au Burundi. Ce sont des missionnaires, catholiques ou protestants, qui s'installent avec l'espoir de faire de nouveaux convertis. Les plus connus d'entre eux sont les Pères Blancs, formés par le cardinal français Lavigerie. Ils sont les premiers à s'établir au Burundi. Le premier contact a été difficile parce qu'il a été fondé sur un quiproquo. Pour parler des missionnaires qui arrivent sur les bords du lac Tanganyika dès 1879, ils sont habillés en gandoura, ils sont habillés comme des Arabes, parce que les Pères Blancs ont été fondés par Monseigneur Lavigerie en Afrique du Nord, et quand ils ont développé leur activité en Afrique orientale, ils sont restés avec ce costume arabe. Les Burundais, associant les Arabes aux esclavagistes de Rumaliza, se méfient des Pères Blancs. Ces débuts difficiles ont parfois des conséquences dramatiques, comme en 1879 à Rumongue, où 3 Pères Blancs sont tués au cours d'un règlement de compte entre 2 chefs rivaux. Les Pères Blancs renoncent temporairement à s'installer dans le pays. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique est essentiellement entre les mains des puissances anglaises et françaises. Les hommes d'affaires allemands convainquent le chancelier Bismarck de mener des expéditions commerciales en Afrique. L'Allemagne se lance à son tour dans la course coloniale. Après la conférence de Berlin de 1884-1885, où est négociée la répartition des territoires africains entre les puissances occidentales, les différentes parties décident le 1er juillet 1890 que l'Ouganda revient aux Anglais et que les Allemands récupèrent toute la région à l'ouest du lac Victoria, en incluant les royaumes du Rwanda et du Burundi. Les Allemands investissent leur territoire en créant une garnison à Usumbura en 1897. Ils commencent alors à multiplier les expéditions militaires à l'intérieur du pays pour mater les rébellions et soumettre le Mwami à leur autorité. Mais il y en a notamment une qui a fait un effet terrible, là c'était le capitaine Heinrich Bethe en 1899, et ça se solde notamment par un combat très sévère autour de la colline de Ndago, à Muramvya,
les Burundais avaient l'habitude de combattre des étrangers, les Arabes. Ils étaient fiers, ils avaient repoussé les guerriers de Rumalisa, qui pourtant avaient des fusils. Mais les fusils des guerriers de Rumalisa, c'était des fusils à piston. Après, il y avait des rafales, on reposait le fusil, on chargeait la poudre, etc. Et entre chaque rafale, il pouvait y avoir des archers ou des gens qui jetaient des lances. Et donc, les guerriers de Rumalisa, eh bien, ils ont échoué. Mais les Allemands avaient des fusils à répétition, chargés par la culasse, et surtout, ils avaient une mitrailleuse. Ça tirait à répétition, et à tel point que le bruit qui les effrayait, tic 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 tic, a donné le surnom d'un officier allemand, Stefan Gravert, et était surnommé Digi Digi. Et il y a eu beaucoup de morts. Les gens ont été terrorisés. Mais la réaction de Moïse a été la fuite. Il ne s'est pas présenté pour autant. Un capitaine de l'armée allemande, von Behring, nommé au district d'Usumbura, décide pour achever la résistance du roi de s'allier à 2 dissidents de Moïse, Machoncho et Kirima. L'un, c'est un gendre de Moïse qui contacte les Allemands dans Limbo. Et donc on s'allie à ce traître par rapport à la monarchie burundaise, et à un autre, un certain Kilima. Alors Kilima, il se présente comme un descendant de Ntare Rugamba. Et d'ailleurs, les Allemands, dans leurs archives, ils l'appellent le petit Moïse. Bon, donc, ils décident de s'allier à cet anti-roi, en disant, bon, puisque Moïse Gisabo ne veut pas nous voir, celui-là veut bien, on va le remplacer. Donc, il y a une attaque en règle, avec cette fois-ci des Burundais alliés. Moïse doit s'enfuir. Il est menacé d'être tué à Fota, et il s'enfuit dans un domaine de ritualistes, et il se cache là. Mais c'est pas possible. La région est occupée militairement, le pays menace d'être démembré. Les conseillers de Moïse sont informés, hein, ils savent très bien le jeu de Kilima, le jeu de Machoncho, et ils conseillent, les grands conseillers, où il y a des Hutus et des Tutsis, entre parenthèses, de Moïse, lui disent il faut aller négocier. Le roi Moïse se résigne à signer avec les militaires allemands le traité de Kigaanda le 6 juin 1903. Ce traité reconnaît théoriquement le pouvoir du Mwami, mais ce dernier est assujetti aux Allemands. Il doit consentir à diverses concessions. 424 têtes de bétail lui sont demandées, ainsi que de la main-d'œuvre gratuite pour des constructions coloniales. Une grave rébellion éclate au sud-est de l'Afrique orientale allemande. L'armée parvient difficilement à la mater. Pour éviter de nouveaux affrontements, les Allemands optent pour une politique coloniale plus respectueuse envers les autorités traditionnelles. Au Burundi, le pouvoir du Mwami est rétabli. Le pays devient en 1907 une résidence ou protectorat allemand. Les dissidents Machoncho et Kirima, n'étant plus utiles, sont évincés. À cette époque, les Pères Blancs font une nouvelle tentative pour s'implanter au Burundi. Ils essaient de créer une nouvelle mission à Misugi, à l'est du pays, sous la conduite de l'évêque Gerboin. Le poste se situe entre les territoires de 2 chefs rivaux, Muzazi et Senyamurungu. L'implantation de la mission et les enjeux qu'elle amène la mettent au centre d'un conflit entre les 2 chefs. La mission est brûlée 2 fois de suite. Ce qui arrive, c'est que là, les Allemands se considèrent dans leur domaine. Et donc, ils envoient une expédition punitive dirigée par von Gravert. Et alors là, il n'y va pas de main morte. Il y a 200 morts. Il y a ensuite le chef Muzazi qui reçoit un ultimatum. Il doit fournir 800 arbres pour la construction de la mission. Et, je ne sais plus, 40 têtes de bétail, etc. Bon, donc, le choc a été rude. Et les missionnaires eux-mêmes le disent sans embâche. Et bien maintenant, ils comprendront qu'on ne peut plus brûler les maisons des Blancs comme ça, sans riposte. Donc, là, on est à un contexte, il ne faut pas le cacher, c'est un contexte de peur. La mission est reconstruite quelques kilomètres plus loin, sur le site actuel de Muyaga. Et d'autres missions catholiques sont construites au fur et à mesure, comme à Mugera en 1899, Buhonga en 1902 et Kanyinya en 1904.
l'islam venu avec les esclavagistes reste influent sur les bords du lac Tanganyika. Les Swahili s'y installent définitivement, même après la fuite du chef arabe Roumali Isa en 1894. Les protestants allemands s'implantent plus tardivement, à partir de 1911, au nord-ouest et au centre, malgré l'emprise croissante du catholicisme. Les missions ont travaillé avec les jeunes qui d'abord sont obligés de venir pour des corvées. Mais on en profite, on leur distribue des perles, on commence un petit peu d'instruction, de catéchisme, on crée de la curiosité, de l'intérêt. La mission devient comme une nouvelle cour. On va Goussaba, chez ces gens. Donc il y a des tas de gens qui développent leur carrière, si on peut dire, qui découvrent un autre monde. Ils vont aller à l'école, ils vont apprendre à lire après, ils vont apprendre des métiers, ils vont devenir maçons. Et il y a un nouvel horizon. Et vraiment, les missions vont commencer à intéresser des gens. Et on voit des centaines de gens qui se convertissent, etc. Au début, j'ai insisté sur le rôle de la terreur, mais il ne faut pas en rester là. Et d'ailleurs, quand on demande à des vieilles personnes des souvenirs de leur conversion, ils décrivent ça sur un mode social. Le 19 août 1908, le roi Mwezi Gisabo est convoqué par le résident allemand von Gravert à Bujumbura pour une visite officielle. La délégation d'au moins 1 millier d'hommes arrive à la station. Des cadeaux sont échangés. Le roi présente plusieurs de ses fils. Il dort à la station et repart le lendemain. La tradition interdisait aux Mwami de voir le lac au risque d'en mourir. Coïncidence ? Superstition, Mwezi Gisabo meurt sur le chemin du retour. Après sa mort, Riri Kumutima, l'épouse préférée du roi Mwezi, va intriguer pour mettre sur le trône Mutaaga, son fils, dont elle sera la régente. Très vite, Mutaaga est assassiné suite à une intrigue familiale. Il est remplacé par son propre fils, le jeune Mwambutsa, alors âgé de 3 ans. C'est son oncle, Tarugera, qui en devient le régent jusqu'à sa majorité. En 1916, la Première Guerre mondiale a éclaté depuis 2 ans. L'armée coloniale belge, composée majoritairement de Congolais, prend l'avantage sur les Allemands dans la région du Burundi. Ils sont aussi appuyés par l'armée anglaise, venue d'Ouganda et du Kenya. Le 10 juin 1916, le cuirassé von Goetzen, lancé sur le lac Tanganyika, est coulé devant Kigoma par un hydravion de la coalition anglo-belge. En septembre 1916, l'armée coloniale belge victorieuse, commandée par le général Tombeur, arrive jusqu'à Tabora, en Tanzanie. À partir de cette date, la Belgique gère le Rwanda et le Burundi comme un seul territoire, appelé Rwanda-Urundi, sous la supervision de la Société des Nations, qui devient plus tard l'ONU. Les Allemands sont restés un peu plus de 10 ans au Burundi. Ils y ont laissé quelques vestiges. Le Boma à Gitega, chef-lieu de la résidence fondée en 1912. Quelques maisons. Un cimetière à Chibitoke. Et quelques traces dans la langue. L'argent, Amahela, ça vient de Heller, c'est-à-dire la petite monnaie. Et le Heller, c'est ça qu'on voyait circuler au Burundi, petite pièce de cuivre là, et ça donne Amahela. Les Allemands ont aussi introduit le café dans le pays. Mais ils ont surtout laissé en substance leur vision coloniale du Burundi, dont les Belges s'inspirent. Il se trouve qu'un des premiers Belges qui a eu des responsabilités importantes au Burundi, Pierre Ryckmans, connaissait l'allemand. Il a pu lire une série de rapports. Et donc, l'idée de Ryckmans, il faut respecter la monarchie du Burundi. Il faut établir un régime d'administration indirecte. Je pense qu'elle a été fondée sur l'expérience allemande, y compris l'expérience mal réussie. Pierre Ryckmans est le premier résident du territoire Rwanda-Urundi. C'est lui qui est à la tête de l'administration belge dans la région.
Il met en place un système d'administration indirecte qui consiste à maintenir les pouvoirs locaux en place. Si ce choix de gestion se révèle respectueux des valeurs traditionnelles, il permet aussi une infiltration du pouvoir colonial dans les piliers mêmes de la société burundaise. À l'arrivée des Belges, le Mwami Mwambutsa est encore un enfant. Il est entouré d'un conseil de régence qui gouverne pour lui. Ce conseil de régence est, sous le mandat belge, élargi à des Ganois gagnés à la cause coloniale. Il devient alors le conseil du royaume. Dans l'esprit de l'administration belge, la création du Conseil des royaumes venait briser l'influence de certains responsables locaux dont l'autorité commençait finalement à être influente. Donc il fallait finalement diluer cette influence en élargissant le Conseil du royaume à deux chefs qui sont très gagnés à la cause coloniale. C'est une manière pour les colonisateurs belges de contrôler l'action politique du roi, un roi en devenir, puisqu'il est encore tout jeune. Donc c'est une manière de contrôler. On va bien entendu pas aller placer aux côtés du roi un révolté qui ose remettre en question l'imposition de la puissance coloniale dans le pays. Les Belges s'appuient de plus en plus sur les Ganois pour asseoir leur autorité. Le système de l'administration indirecte, qu'est-ce que c'est dans la théorie en tout cas? C'est en gros s'appuyer sur les élites au pouvoir qui déjà dirigent, pour avoir plus de facilité à diriger une population qui n'est pas celle du colonisateur. Donc il y a déjà une première chose, c'est que ces Baganois gouvernent de fait déjà l'immense majorité du territoire. Donc il y a déjà une volonté, je pense, de se servir de ce qui est en place. Et puis d'autre part, il y a aussi la volonté, alors qui ne s'exprime jamais telle qu'elle dans les archives ou dans les témoignages, mais qui est d'affaiblir le pouvoir du Mwami. C'est quand même un grand personnage assez mythique. Il faut réussir quand même à le dépouiller de certaines de ses prérogatives, puisque ses prérogatives sont désormais celles du pouvoir colonial. Et c'est la fameuse politique du diviser pour régner. Donc, plus on va réussir à mettre en opposition des Baganois qui peuvent éventuellement concurrencer le pouvoir du Mwami, et mieux la position, une espèce de position arbitrale de l'autorité coloniale qui va pouvoir gérer les conflits en fait entre le Mwami et ses chefs, ça va devenir une espèce de position assez confortable finalement pour la colonisation belge. Quand on est celui qui tient les ficelles, ça devient beaucoup plus facile de faire ce qu'on veut. En 1932, le pays est divisé en 7 territoires. Ces territoires sont subdivisés en chefferies et en sous-chefferies dirigées par des Burundais sous l'autorité du Mwami. Mais c'est l'administration coloniale qui a le dernier mot. C'est-à-dire qu'officiellement, le Mwami continue à être le pouvoir suprême au-dessus des chefs. En réalité, ils sont surtout sous la coupe des administrateurs de territoire belges qui surveillent, contrôlent, donnent des appréciations chaque année sur la valeur des chefs qu'on classe en fonction de leurs résultats et surtout en réalité en fonction de leur collaboration ou pas avec les politiques coloniales. Même si au départ, il y avait des chefs Hutus, Tutsis et Ganois, progressivement, l'administration belge évince une majorité de chefs Hutus. Alors qu'en 1929, ils représentaient encore 20% des chefferies, ils ne sont plus que 7% en 1933 et 0% en 1945. Dans une moindre mesure, les Belges marginalisent une des familles dynastiques les plus importantes de Baganois, les Bézi, descendants de Mwezi Gisabo, au profit de chefs de la lignée des Bataré. La pyramide des chefs et des sous-chefs est ainsi simplifiée. Cette simplification permet à l'administration belge d'avoir plus d'influence sur ceux qu'elle décide de laisser en place et facilite ainsi l'exercice du pouvoir colonial. Dans cette même logique, les Ganois sont associés aux Tutsis. Peu à peu, les deux catégories se mettent à se confondre et en réalité,
Batutsi et Baganois deviennent tous, en gros, les chefs et les supérieurs. Si j'ose dire, ça devenait trop complexe peut-être dans l'esprit des colonisateurs, toutes ces distinctions. Alors en plus, à l'intérieur même des lignées dynastiques, il fallait faire la distinction entre les familles issues de Mwezi, les familles issues de Ntaré et encore deux autres. Ça devenait un petit peu compliqué. À mon avis, c'est aussi une manière d'uniformiser et de simplifier la vision politique qu'on peut avoir du Burundi. La colonisation arrivait et voit dans la société burundaise une société antagoniste. Une société antagoniste dans le sens où il y a plusieurs catégories de population, bien sûr. On parlait d'amoko, la race, on a parlé de tribus, on a parlé d'ethnie. Et chaque fois, bien sûr, avec une connotation idéologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans le sens de ramener la société burundaise à sa plus simple expression. Ça veut dire une société est capable donc d'émerger ou d'évoluer dans une logique de colonisation. Il fallait plutôt morceler cette société autour des ethnies, autour des tribus. Et la notion la plus retenue par la colonisation, c'est la notion d'ethnie. Au Rwanda comme en Burundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les Batutsi, la race dominante, sont venus du nord, menant leurs troupeaux à la recherche de pâturage. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche. Il faut noter que les Batutsi ne représentent que 8% de la population qu'ils ont soumise à leur autorité. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Ils cultivent les terres qu'ils avaient progressivement conquises en refoulant les premiers occupants du sol, les pygmées batois, et en détruisant la forêt qui abritait ceux-ci. Leur méthode de culture étant primitive, leur récolte était pauvre. Les Batutsi venus du nord leur apparurent comme des demi-dieux qui leur apportaient une économie supérieure, puisqu'elle n'exigeait apparemment aucun effort, celle de l'élevage du gros bétail. Quant aux Batois pygmoïdes, ils vivaient dans la forêt en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et cueillant les fruits sauvages. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont renoncé à cette vie primitive et sont mélangés à la population du Rwanda-Urundi. Ils excellent dans les métiers de forgeron et de potier. Le commentaire de ce film, produit par l'administration belge, témoigne de la catégorisation de la population burundaise dans les années 50. En 1951, des études anthropométriques sont menées par Jean... Cause le schéma assez tranché des différentes races. Voilà, ce livre, finalement, c'est celui d'un scientifique, mais qui est coincé dans sa fonction, dans le cadre colonial. L'IRSAC est une création de la colonisation belge. On n'imagine pas un scientifique se mettant à dire, vous savez, arrêtez de parler des Hutus et des Tutsis, c'est peut-être plus compliqué. Ce n'est pas une définition anthropologique simple, c'est une définition essentiellement sociologique, et historique et politique, comme on a tendance plutôt donc à le dire aujourd'hui. Mais les théories d'anthropologie physique, elles viennent renforcer l'idée d'un clivage racial qui, lui, n'est pas vraiment constaté dans la réalité. Pour le pouvoir colonial, le but de cette catégorisation est aussi idéologique que politique. Asseoir la nouvelle domination coloniale sur la base de hiérarchies dites naturelles, où les Européens occupent le sommet de la pyramide. De son côté, l'Église catholique ne ménage pas les anciens usages, les superstitions et les mœurs dites barbares. Elle s'attaque notamment aux sorciers et aux initiés du culte de Kubandwa. L'importance de l'évangélisation fait progressivement disparaître les cultures traditionnelles, les symboles et les emblèmes de la culture ancienne. On a parlé du culte de Kubandwa. On a parlé du Muganuro, qui était une fête nationale, et ils vont être remplacés par des pratiques nouvelles, telles que l'utilisation du chapelet, l'utilisation de la Bible et des livrets de prières.
C'est aussi une incursion de l'Église catholique dans tout ce qui faisait le fondement culturel de la société africaine d'une manière générale. L'exemple le plus flagrant, c'est l'action posée, le geste posé par le père canonica quand il va à Muramvya justement pour pénétrer dans la hutte de Karyenda. Et il va même s'amuser à détrôner ce Karyenda par la bénédiction, ou disant il chassait les fantômes ou les esprits mauvais qui entouraient ce tambour. Et le Muganuro lui-même va être saboté dans son essence. La fête du Muganuro, elle disparaît. À partir de 1930, c'est terminé. Elle est interdite. Et vous avez ces photos, on voit ces vieux tambours, parce qu'on renouvelle les tambours chaque année. On dit, ça y est, le paganisme est mort, le christianisme, le vrai Dieu l'emporte. Et c'est pas un hasard s'il y a coïncidence entre la fin de cette fête et la vague des conversions. Je crois qu'il y a eu un choc collectif, là, culturel, la fameuse tornade du Saint-Esprit, comme disaient les pères blancs. Eh bien, elle est associée à cette cassure, à cette fin vraiment spectaculaire d'une ancienne forme à la fois des croyances et de l'exercice du pouvoir. 1930, c'est pas un hasard. Le jeune roi Mwambutsa est majeur. Il va épouser Thérèse Kanyonga, qui est une princesse chrétienne. Lui-même n'est pas baptisé. Mais enfin, voilà un tournant. Et pour les gens, ça a marqué. Les tambours ne battent plus. Il faudra attendre près de 30 ans pour que les Burundais restaurent la fête de l'Umuganuro, qui sera maintenue jusqu'à la chute de la monarchie en 1966. Parmi tous ces bouleversements pas toujours faciles à vivre pour la population, les missions catholiques et surtout l'administration belge vont aussi lutter contre des fléaux bien réels au Burundi, tels que les famines récurrentes. Une famine n'est pas un seul facteur. Il y a les facteurs, disons, géographiques, tels que des sécheresses prolongées. Il y a des causes politiques. Dans le Burundi ancien, on savait par exemple quand il s'agissait du décès du roi, le Mwami, il y avait un deuil prolongé qui pouvait plonger le pays dans une crise alimentaire grave. Et c'est à partir de ce constat que la Belgique officielle met en place toute une série de mesures tendant à accroître la production agricole alimentaire. C'est ainsi que, par exemple, en 1929, plusieurs stations expérimentales, stations agricoles vont être créées à Kalouzi, à Gisozi. Et c'est autour de ces stations que va se développer de nouvelles cultures. Par exemple, la pomme de terre, qui est d'ailleurs une culture introduite, il faut le dire, par les Allemands. Mais c'est la Belgique qui va convaincre la population, c'est le mot qu'il faut utiliser, parce qu'il y avait des réticences envers une culture qui était supposée chasser la vache. Nous sommes dans les croyances populaires, on ne va pas s'y attarder. Mais ce qui est aussi visible, c'est comment la Belgique va mobiliser d'une manière vraiment effective toute la paysannerie burundaise autour de la production intensive des cultures dites vraiment stratégiques, c'est le manioc et la patate douce. Des cultures qui révolutionnent le monde paysan en termes de production agricole. Et si vous interrogez les Burundais des années 30, on vous parlera d'iméteri, c'est-à-dire chaque paysan ou chaque famille avait l'obligation de cultiver une certaine étendue, 5 arts de manioc, 3 arts de patates douces, et c'était obligatoire. Et cette obligation, quelque part, a produit, disons, des effets positifs. En même temps que la Belgique officielle constatait une faible production agricole, le même constat était dressé en ce qui concernait l'élevage. Si bien que justement, ils vont soumettre, donc ils vont initier des politiques, d'abord, de réduire ce qu'ils appelaient des bêtes inutiles. Ils vont introduire la castration, ils vont introduire de nouvelles races, pour cette fois-ci la production laitière. Et on ne peut pas oublier toute une série de mesures prises pour améliorer la santé animale. Le bain anti-tic, dit dipping tank, en est un bon exemple. La modernisation agricole a donc servi à rééquilibrer la production alimentaire. Elle permet aussi à l'administration coloniale de générer des bénéfices grâce à des cultures destinées à l'exportation qu'on appelle cultures de rente. Les autorités coloniales optent pour 2 cultures, le café et le coton, dont les promesses économiques semblent assurées. Elles décident de réquisitionner la population pour augmenter les taux de production. Le café est une culture d'imposition. Cela veut dire
que le Burundais, le paysan burundais, n'avait pas été consulté pour savoir s'il voulait produire du café ou non. C'est l'administration coloniale, ce sont les agents territoriaux, ce sont les chefs locaux, c'est même l'Église catholique qui est invitée à appuyer l'administration coloniale dans cet exercice de faire approuver ou de faire aimer le café par le paysan. Ces cultures de rente obligatoires vont permettre cependant au Burundi d'entrer dans un système capitaliste. La population burundaise a cessé de produire ce qu'elle mange et a appris à produire ce qui peut être exporté. Et ça pouvait être perçu comme une victoire de la Belgique, mais aussi des paysans qui, en plus du ventre, pouvaient accéder aux biens de la modernité, tels que les habits, tels que les maisons construites en dur, etc. Pour améliorer le transport des personnes et des marchandises, l'administration belge développe à partir de 1923 un réseau de routes carrossables qui deviendra en 1960 le plus dense d'Afrique centrale avec 6214 km de routes. Les populations le payent cher en corvée coloniale. Tout le pays va être finalement sillonné par ces routes qui vont être tracées grâce et avec la main-d'œuvre locale. On voit que la population burundaise est appelée pour finalement affronter des reliefs souvent d'ailleurs assez exigeants. Et cette population se retrouve considérée comme une main-d'œuvre serviable ou corvéable à merci. Face à toutes ces obligations, la population parfois réfractaire se voit contrainte à différents types de sanctions. Qu'est-ce qu'il fallait choisir entre une immobilisation morale du nègre, comme on le disait à l'époque, et l'utilisation de la force? C'était une certaine opinion. Le noir ne serait sensible qu'à la force. Donc, autrement dit, la Belgique va introduire la chicotte. La chicotte, si vous voulez, si vous cherchez dans la langue française, vous ne trouvez pas le mot, peut-être c'est l'équivalent du fouet, et qui était utilisé pour battre les gens. baraguha santimetero ugomba gusasira bagasanga ntigisasiye baca bagufata bakakubita bakubitisha ikiboko hari afise ikintu babaze kumva ubu bakakirekire gutya kimeze nk'inkoni bakubita 8 aha bine aha bindi bine. La punition corporelle, c'est un héritage de toutes les politiques coloniales là, du début du XXe, et donc il y avait X coups de fouet qui étaient infligés à quelqu'un qui avait été absent sans arrêt de la corvée, ou bien, enfin, pour toute une série de raisons, parce qu'en plus, l'administration coloniale a multiplié la délinquance, si on peut dire, la délinquance punissable. Si vous aviez bu un peu trop de bière de banane autrefois, que vous vagabondiez sur le chemin, personne ne venait vous punir pour ça. C'est devenu un délit à l'époque coloniale, et ainsi de suite. Comme les prisons n'étaient pas immenses, on remplaçait ça par des punitions corporelles qui ont été abolies très tardivement. Hein. C'est comme les corvées, j'ai oublié la date exacte, mais c'est dans les années 50. La population africaine n'est pas restée inerte face justement à cette violence coloniale. La population africaine a su inventer la raison. Et cette raison consistait justement à définir toute une stratégie ou toute une série d'astuces pour éviter cette violence coloniale. C'était pourquoi pas la fuite, ce qu'on peut appeler résistance passive devant la colonisation. On se cachait si on restait à l'intérieur des frontières. Et si on était courageux, on franchissait les frontières. Ceux qui restent trouvent d'autres moyens de résister à la pression coloniale. On voit aussi, comme réaction, on peut évoquer cette révolte d'Inamujandi de 1934 qui éclate à Andorra. Il y a eu des écrits là-dessus. Où cette vieille femme
Bien sûr, exacerbé par cette immobilisation de la population, va s'entourer par une dizaine de gens et une quarantaine autour de la forêt et vont déclencher une révolte qui va mettre, disons, 2 ou 3 semaines à être matée par la colonisation belge. Dans cette révolte, le chef ganois Pierre Baranyanka, qui siège au Conseil du Royaume, soutient la tutelle et envoie ses guerriers pour aider à mater la rébellion. Ces différentes formes de résistance n'empêchent pas l'administration belge de poursuivre la mise en place d'infrastructures d'envergure, comme le port d'Usumbura construit en 1937. Et en 1959 est inauguré l'aéroport d'Usumbura. Des infrastructures hospitalières sont également construites. L'action médicale de la Belgique permet dès 1930 de lutter contre certaines maladies épidémiques comme la maladie du sommeil ou le typhus chronique dans la plaine de Limbo et de la Ruzizi située à l'ouest du pays. Grâce à cette lutte contre les maladies, la Belgique améliore la santé de la population, permettant une nette croissance démographique dans le pays. La ville d'Usumbura s'agrandit et se structure. Elle est organisée en quartiers où vivent réparties les différentes classes de la population. L'avion découvre une ville moderne. C'est Usumbura, le chef-lieu du Rwanda-Burundi. Capitale administrative, cité commerciale et industrielle, important port lacustre, voilà 70 ans à peine, son site désert servait de repère occasionnel à une poignée de forbans arabes trafiquant d'esclaves. Le colonisateur était d'une certaine façon, j'allais dire, imbu de préjugés de race. Cette hiérarchisation des races a fait que finalement, il y a aussi hiérarchisation de l'occupation des lieux. Vous allez voir qu'il y avait ce qu'on appelait les centres extra-coutumiers, qui n'étaient pas ouverts aux Africains. Il y avait bien sûr des quartiers entiers tels que Bouiza actuellement et tels que Bouyenzi, qui étaient des quartiers typiquement africains, noirs, où les Blancs, disons, ne pouvaient pas mettre les pieds parce que c'était quelque part noir. Noir, qui veut dire noir, c'est dac, c'est sale, c'est peu civilisé. Et d'autres situations où on voit que les Blancs, bien sûr, occupent des lieux où les Noirs n'avaient pas accès. C'est le cas, par exemple, si vous prenez l'exemple des hôpitaux. L'hôpital, disons, clinique Prince Louis Boisgassolé, qui était un hôpital typiquement réservé aux Blancs. Et à côté, il y avait l'hôpital Prince Jean Charles, cette fois-ci, conçu pour accueillir les Africains. Cette situation change un peu. Dans les années 50, on a une nouvelle catégorie de Burundais, celle des évolués. À l'intention de leurs employés évolués, les grandes compagnies et le gouvernement ont construit des habitations plus convenables. Ce sont des gens qui, de par
les connaissances et l'ivresse que les connaissances scientifiques peuvent accéder aux avantages dévolus aux Européens. C'est aussi donc des gens sur lesquels vous pouvez compter pour remorquer l'ensemble des Africains vers la modernité. Donc ces évolués, ils vont être considérés comme des Africains intermédiaires, pouvant par exemple, moyennant quelques conditions, être admis dans les bistrots blancs, parce qu'ils pouvaient parler français, ils pouvaient discuter, j'allais dire, de l'avenir du monde, je caricature, et ils pouvaient aussi se présenter comme des intermédiaires crédibles entre la population et cette catégorie d'Européens, et pourquoi pas pour les Européens, disons, objectifs, pourquoi pas bientôt les futurs gestionnaires du pays. Cette nouvelle élite bénéficie d'une nouvelle structure scolaire mise en place par le pouvoir belge dès les années 20. Les structures de l'enseignement sont calquées sur le modèle européen. Dans les années 20, l'enseignement primaire comprend deux catégories. Un enseignement dit officiel réservé aux enfants de notables et un enseignement de mission ouvert à tous les jeunes Africains. L'enseignement secondaire commence avec la création des écoles professionnelles pour former les Burundais à des besoins immédiats de l'administration coloniale. Menuiserie, maçonnerie. En 1932 est également créée une école spéciale d'administration à Astrida, au Rwanda, pour former des cadres parmi les enfants des chefs et sous-chefs du Rwanda-Urundi. En 1955 est ouvert à Usumbura le Collège interracial du Saint-Esprit. Le premier collège qui mélange les Blancs et les Noirs de la région Congo-belge. De cet établissement sont sélectionnés les premiers Burundais qui vont recevoir une formation d'officier à l'École royale des cadets en Belgique. En 1960, pour suivre des études universitaires, les jeunes Burundais doivent se former à l'université de Lovanium, au Congo, où ils sont orientés principalement en droit et en économie. La plupart des diplômés d'Astrida, de Lovanium et de l'École royale des cadets forment une élite qui mène le combat vers l'indépendance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une vague de liberté déferle sur le monde. De plus en plus de pays colonisés revendiquent leur indépendance. Le Rwanda-Urundi, comme on l'appelle à l'époque, donc sous tutelle de la Belgique, n'échappe pas du tout à ça. Et les colonisateurs belges, là, sont sous le coup à la fois d'une demande interne, de plus de participation à la vie politique, de plus de participation aux structures administratives, de plus de participation dans les décisions, quel sens on va donner aux structures administratives, et des choses comme ça. Mais il y a aussi tout le volet international de la chose qui ne peut pas être passé sous silence. Le Rwanda-Urundi est sous tutelle des Nations Unies confiées à la Belgique. Donc les Nations Unies ont un vrai contrôle à exercer et ils comptent bien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale se mettre à l'exercer beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient fait avant. Mais donc à l'Organisation des Nations Unies, on se met à pousser un petit peu plus les autorités coloniales belges pour que ça change. Entre 1950 et 1960, plusieurs missions de l'administration coloniale belge et de l'ONU sont organisées en vue de préparer les populations à décider de leur avenir. C'est maintenant les Burundais qui votent pour élire leur chef et leur sous-chef. Ces derniers prennent le nom de bourgmestres et conseillers communaux. En 1961, sont organisées les premières élections législatives. Elles se déroulent dans des conditions reconnues démocratiques par les observateurs de l'ONU présents sur place. Trois grands partis politiques se font face. L'UPRONA, avec à sa tête le prince Louis Rwagasore, fils du Mwami Mwambutsa IV. Le PDC, mené par Charles Birori, fils de Pierre Baranyanka. Et enfin le PP, un parti pro-Hutu, prônant la fin de la féodalité et l'accession au pouvoir de la masse Hutu. Le PDC et son cartel du Front commun réclament une indépendance
préparé. C'est qu'il considère que les élites ne sont pas prêtes et que donc il faut repousser l'indépendance jusqu'à temps qu'il y ait une masse critique d'élites capables de gouverner et de gérer le pays. Alors que l'UPRONA et les partis proches de l'UPRONA réclament l'indépendance immédiate. Souvent, on dit que les partis du Front commun sont proches de la tutelle et les partis proches de l'UPRONA opposés à la colonisation. Pour cette partie-là, c'est effectif. Vraiment, l'UPRONA et tous les partis proches sont des partis dits nationalistes, veulent l'indépendance le plus rapidement possible. La tutelle belge, avec à sa tête le gouverneur Jean-Paul Arroy, soutient le parti du PDC du clan Baranyanka et affirme ainsi son désaccord avec le projet politique de l'UPRONA. Le 18 septembre 1961, des élections législatives supervisées par l'ONU donnent une majorité écrasante à l'UPRONA, 58 sièges sur 64. La tutelle belge est obligée de reconnaître cette victoire. Jean-Paul Arroy reçoit le roi Mwambutsa IV, accompagné de son fils, le prince Rwagasore, et du bras droit de ce dernier, Pierre Ngendandumwe. Le Burundi devient une monarchie constitutionnelle. Le prince est appelé à former le premier gouvernement. Rwagasore a pour mission de conduire le pays à l'indépendance. Il déclare « Nous sommes devenus des enfants libres et adultes, mais nous suivrons la tradition de notre peuple, qui veut que les enfants restent respectueux et témoignent de l'affection. Vous nous jugerez à nos actes, et votre satisfaction sera notre fierté. » Monsieur le Premier ministre, quand le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date demanderez-vous l'indépendance aux Nations Unies? Il est difficile maintenant de fixer une date, mais il est évident que nous voulons nous préparer, prendre les choses en main. Là, sans exagérer, je vois 5, même à 7 mois, et même à 8 mois. Nous ne sommes pas tellement pressés, tout en étant pressés, mais nous voulons quand même que les choses soient bonnes, soient bien faites. Oui. Quelques semaines plus tard, le 13 octobre 1961, à 23h, alors qu'il dîne avec quelques membres de son gouvernement sur la terrasse du restaurant Tanganyika, le prince Rwagasore tombe sous les balles d'un tueur à gages d'origine grecque, Kajorgis. Il n'aura pas eu le temps de gouverner. Cet assassinat politique a été commandité par les deux fils de Pierre Baranyanka, Joseph Birori, chef du PDC, et Jean Tindentereza. Au terme d'un long procès, les deux frères ainsi que le tireur sont condamnés à mort et pendus. Après la mort du prince, commencent les luttes interpersonnelles au sein du parti UPRONA. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Ngendandumwe Pierre, vice-premier ministre, ministre des Finances par surcroît, qui deviendra automatiquement le premier ministre. D'autres leaders politiques importants, tels que Paul Mirerekano, président du parti UPRONA, ou Tadé Siryoyumunsi, président de l'Assemblée nationale, sont en mesure de prétendre au poste de Premier ministre. Mais quelques conseillers parviennent à convaincre le roi Mwambutsa de choisir une personnalité de sang royal pour succéder au prince. C'est donc André Muirgwa, gendre du roi, qui est nommé à la tête du gouvernement. Malgré les nombreuses manipulations politiques, le roi Mwambutsa déclare l'indépendance du pays le 1er juillet 1962. L'indépendance est obtenue dans une situation de deuil. Tout le monde aurait souhaité que l'hymne national soit chanté en premier par le président Rwagasore, qui s'était battu bec et ongle pour justement cette autonomie du Burundi. Mais c'est une ambiance de ferveur engendrée par cette émancipation tant cherchée, cette indépendance retrouvée, une joie, un deuil. Synthèse est difficile. Et quelque part, Rwagasore meurt, on tourne la page d'une époque, et on entre dans une autre logique qui clôture une longue période de la monarchie burundaise.
Ndirimbe ndirimira kijya sogokuru